Donc nous sommes au salon Zen et bon, il y a très peu d'astrologie sur ce salon, mais j'ai fait la connaissance d'une personne qui n'est pas étrangère à ces questionnements, en tout cas qui s'intéresse beaucoup au mot synchronicité, qui est aussi un mot qu'on a en commun avec les astrologues. Alors vous m'expliquiez tout à l'heure que finalement, pour savoir à quel moment il faut faire les choses, c'était pas comme en astrologie où il fallait faire des calculs savants, il fallait être à l'écoute de soi-même, c'est ça que vous étiez en train de me dire, si j'ai compris très rapidement? Oui, donc je suis Jean-Pascal de Bailleul, je suis spécialiste d'une méthode de thérapie et de développement personnel par les contes. Et dans l'univers des contes merveilleux, des contes de fées, le héros sait se rassembler sur sa nécessité à aboutir, et avec cette nécessité, en appui sur cette nécessité, il plonge dans l'inconscient, dans la complexité, dans le tout possible, et va chercher les réponses dont il a besoin. Et ces réponses, il les trouve dans le champ unitaire, dans le champ de réalité où tout est ensemble, le champ infra-atomique, comme on dit en physique quantique. C'est-à-dire, avec l'infini de lui-même, il peut entrer dans le champ infini des possibles et ramasser par attraction les possibles dont il a besoin. Donc, ce n'est pas tant en calculant qu'il atteint les résultats qu'il recherche, et il atteint ces résultats par synchronicité, par correspondance, par similitude, de manière non causale, mais il atteint ça par l'intensité de sa nécessité à aboutir, par sa nécessité à recevoir. Comme dit Maître Eckhart, c'est si l'homme s'abaisse, Dieu est obligé de descendre. Et on pourrait dire Dieu, l'infini des possibles, pourquoi pas, vient répondre à son appel. Donc le héros des contes, qui est toujours défini par l'infini de lui-même, le héros des contes, le petit chaperon rouge, c'est l'infini de l'amour, le chaboté, c'est l'infini du chasseur, de l'intuition chasseresse, l'infini du héros qui n'a peur de rien, le hardi petit tailleur, c'est d'un coup, l'infini de Cendrillon, l'infini de la Belle au Bois Normand, l'infini de tous ces héros des contes. En réalité, c'est la qualité, comme nous avons des qualités infinies, la prédisposition d'âme, la prédisposition d'être, le talent infini, c'est ça qui peut nous ouvrir le champ unitaire dans lequel, par synchronicité, nous allons avoir les réponses dont nous avons besoin. Il faut développer cette sensibilité, bien sûr, ça se développe. Il faut capter des choses. Il faut développer la sensibilité à l'infini de soi-même. Dans sa vie, il faut apprendre à ressentir ce qui est de nature infinie en nous, ce qui nous caractérise. Souvent, nos qualités de personnalité sont des qualités d'être, développées par la personnalité de manière limitée, mais qui, en elles-mêmes, lorsqu'elles se mettent en expression, ne veulent qu'elles-mêmes. Si je suis intelligent, je cherche l'intelligence. Si j'aime, je cherche l'amour. Voilà. Si je suis généreux, je cherche la générosité à l'infini. Et cet infini-là, c'est lui qui ouvre le champ unitaire pour aller chercher les possibles. Donc dis-moi ce que tu cherches, je te dirai qui tu es. En fait. Enfin, je veux dire, on cherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Bien sûr. Et on le trouve. Donc il y a un travail pour déterminer justement qu'est-ce qui nous fait vibrer en fin de compte, c'est ça? Quelle est la typologie à laquelle on appartient en fin de compte? Typologie, je dirais pas ça, mais quel est l'infini qui nous caractérise? Oui. Quelle est la prédisposition infinie qui nous caractérise? Quel est le trait de caractère infini dans son essence qui nous meut? Et si on prend appui là-dessus, on va commencer à vivre dans la réalité comme un infini des possibles et aller y chercher ce dont on a besoin. Mais la question, il y a combien d'infinis? Enfin, il n'y en a pas un nombre infini apparemment. Dans le soufisme, il y a 99 noms de Dieu. Il faut trouver lequel nous correspond. Vous n'êtes peut-être pas comme ça que vous travaillez. Non, je ne cherche pas à travailler de manière systématique, on le sent. On le sent. Vous voyez, par exemple, si là j'ai répondu à votre offre de m'interroger, c'est dans un goût à communiquer ce qui m'habite et une générosité, au fond, à partager ce que j'ai découvert, moi, de l'univers des contes et de ce que les contes peuvent donner. Et je suis toujours prêt à donner dans ce sens-là.
Il y a en moi comme une générosité sans limite qui n'aspire qu'à donner, toujours donner plus de ça, de cet univers magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des contes qui nous parlent davantage, qui nous révèlent davantage? Bien sûr, il y a des contes qui ont une correspondance avec nous. C'est ça. Un conte comme Le Petit Chaperon Rouge est un conte qui raconte comment, quand on aime, faire pauvrement ce qu'on aime est un grand malheur en fait, et qu'à ce chagrin que cela peut donner chez nous, hein, de faire pauvrement ou tristement ce que l'on aime quand on est inhibé, ça nous arrive très souvent. Généralement on se tyrannise, on s'accuse de cela. Le conte du Petit Chaperon Rouge, il nous dit, la vie pourrait envoyer un chemin de traverse, un chemin de fantaisie à celui qui est chagriné de ne pas bien faire ce qu'il aime. Vous voyez, c'est un conte sur l'amour, Le Petit Chaperon Rouge, et sur l'audace de faire en grand quand on appelle, quand on aspire à bien faire ce qu'on aime. Or, c'est difficile de bien faire ce qu'on aime, c'est difficile de bien aimer ses proches par exemple, c'est difficile de bien aimer ses enfants, c'est difficile de bien aimer ses parents, et on peut avoir du chagrin à ça, et la vie peut nous envoyer des fantaisies, venir réveiller en nous des inclinations qui tout à coup, tout en étant pauvres, nous pouvons avoir de la vie, avoir une vitalité qui vient permettre de vivre l'expérience en plus grand et meilleur, mieux. C'est vrai que pour quelqu'un qui a une formation astrologique, c'est pas facile de vous comprendre. Parce que les astrologues ont toujours besoin d'avoir un filet, d'avoir un cadre, d'avoir une structure, d'avoir des références. Et là, il faut puiser en soi-même. On n'est plus dans la psychanalyse, on est plus dans une sorte de quête de soi-même empirique et par tâtonnement. On n'a pas des réponses toutes faites qui sont données sur une carte du ciel. Les synchronicités dont le héros va être bénéficiaire sont improbables. Elles sont imprévisibles. Comment, dans ce champ unitaire, des possibles vont lui répondre, il ne peut pas le savoir à l'avance. Il sait de façon certaine que des réponses vont lui être données, mais lesquelles, il ne peut absolument pas le dire. Ça viendra par accident, ça viendra le moment venu, et il le saura une fois que c'est là. Donc il ne peut pas dire, il va m'arriver telle et telle chose. Mais il sait qu'il va lui arriver quelque chose. Ça doit lui arriver tôt ou tard. Absolument. Et est-ce qu'il... alors finalement, comment il va organiser sa vie par rapport à ça? Il se prépare? Il va cultiver, oui, il se prépare, il va cultiver cet infini de lui-même qui ouvre ce champ unitaire, qui va puiser dans la complexité les ressources dont il a besoin. D'accord. Donc votre séminaire, on va essayer de faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de l'astrologie, alors, finalement? Comme ça, si on prend par un autre angle. Est-ce que vous avez un discours ou une position? Je pense que l'astrologie fait partie de ce champ unitaire. Les grandes énergies astrologiques sont là, à disposition. Et avec l'infini de mon cœur, je peux attraper ces énergies selon mes besoins, sans avoir à les connaître préalablement. Évidemment, ça peut être très rassurant de savoir lesquelles j'ai des chances de rencontrer, bien sûr, dans un certain moment, l'éclairage d'un certain champ, de maisons, de planètes placées à certains endroits, vont me disposer à la prudence, disposer mon attention. Je pense que c'est très utile. Mais il y a un moment où tout nous échappe et où la nécessité vitale est l'antenne la plus certaine. Vous appelez la nécessité vitale, c'est-à-dire une sorte d'exigence intérieure. Absolument. Une mère qui voit son enfant mourir, tant qu'il n'est pas mort, tant qu'il est encore vivant, elle est dans la nécessité vitale de lui trouver la guérison, les moyens de guérison. Vous voyez, même si le médecin a dit, madame, c'est fatal, et il lui reste 3 jours à vivre, tant qu'il n'est pas mort, elle cherchera encore les moyens, et peut-être qu'elle sauvera son enfant. Moi, j'ai vu beaucoup de situations comme ça, de gens qui ont été sauvés au dernier moment, parce que tout à coup, ils s'accrochent, exactement, et ils attrapent quelque chose. Il y a tant de possibles. Donc effectivement, apparemment, le discours astrologique, on a l'impression qu'on l'a contourné aujourd'hui. Il devait probablement à une certaine époque apparaître comme une solution. Et préparer la nécessité vitale. Et maintenant, on préfère une approche plus empirique, plus tâtonnante, peut-être sous l'influence de la... C'est une autre courant, c'est une autre voie. Il y a la voie structurelle, géométrique, et puis il y a la voie de l'intuition, du ressenti. Moi, je suis dans la voie de l'intuition. Plutôt, oui. Et de la percée quantique. Oui. Ça peut être libérateur, je pense, pour des gens qui sont trop sous le poids de l'astrologie
de renoncer à un certain nombre de références, de repères pour pouvoir... parce que finalement l'astrologie, curieusement, elle est à la fois un moyen de se connaître, mais elle permet aussi, parfois elle aboutit à ce qu'on perde le contact avec soi-même. Ce qui est dommage. Puisqu'on se fie à quelque chose, une information extérieure. C'est pour ça qu'il faut conjuguer les deux. Bravo pour l'information que peut donner l'astrologie et la préparation dans le champ complexe de la réalité à se positionner. Bravo. Mais néanmoins, la nécessité vitale, cultiver la nécessité vitale est la clé. Dans tous les cas, une mère, encore une fois, qui veut sauver son enfant, sa nécessité vitale peut faire des miracles. Comme disait Maître Eckhart, je vous répète encore, si l'homme s'abaisse, Dieu est obligé de descendre. C'est une sorte d'appel au secours. Mais oui. Prière. C'est le meilleur facteur de synchronicité, ça. Par attraction, on émet un signal d'attraction qui fait venir les coïncidences. Alors cette synchronicité, quelle est l'instance qui gère cette synchronicité? Quelle est l'explication derrière tout ça? Est-ce que c'est un Dieu? C'est une énergie? C'est le champ unifié de la réalité. Tout est ensemble dans la réalité. Oui. Tout est ensemble, ce n'est que de l'énergie. Et ces énergies, ce sont des énergies extrêmement distinctes. Toutes qui sont dans un mouvement de croissance, qui sont dans une expérience créatrice. Donc l'énergie n'est pas neutre, elle est un foisonnement d'attraction, de mouvement vers sa réalisation. Et le mot subconscient, c'est un mot important pour vous ou bien vous évitez de l'employer? Je l'emploie pas, je n'évite pas. Ça fait pas partie de votre vocabulaire? Oui, moi je parle de la complexité, je parle de l'inconscient, je parle de cette antenne créatrice qui est la nécessité de soi, l'infini de soi-même. L'infini de soi-même plonge dans la complexité, dans l'inconscient. Alors évidemment, cette nécessité de soi-même, on la sent de manière subconsciente. Mais il y a souvent un travers dans lequel on tombe, c'est que c'est une approche qui apparaît comme très individuelle. Mais je la fais travailler collectivement. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est ça qu'il faudrait essayer de nous... rassembler des gens qui en groupe vont dans des pratiques d'intuition partagée, mettre au jour une nécessité commune. Ah oui. Et cette nécessité commune va attirer des réponses. En innovation, dans les entreprises, c'est très intéressant à faire ça. Oui. Je fais de l'intelligence collective, en fait, qui est de l'intelligence unitaire, de cette façon. Parce qu'il ne faut quand même pas complètement être nombriliste. Non. À un certain moment, un groupe peut très bien avoir une nécessité. Alors comment est-ce qu'il fait pour la découvrir, cette nécessité il faut l'aider, ça c'est un boulot de consultant, c'est mon boulot. Je m'applique à mettre au jour le génie collectif de structure, d'organisation, de projet. Alors là, quel est le temps qu'il vous faut pour mener à bien un certain nombre d'investigations Parce que vous savez qu'en astrologie, on a des schémas extrêmement rapides. Enfin, je veux dire, on a la consultation, voilà, et puis ça dure 1 heure, 2 heures, et puis au revoir. Vous, quel est le rythme Une personne peut venir me consulter pour être éclairée dans le chemin à prendre pour aller vers les résolutions. Il peut y avoir un seul entretien dans un premier temps. Tout à fait. En 2 heures de temps, je peux donner à quelqu'un un conseil avisé. J'ai des outils, vous voyez, j'ai un jeu. Voilà. Un jeu de la voie des comptes qui utilise les comptes en miroir et dans le miroir des comptes fait apparaître des intuitions. La personne dans le miroir des comptes développe son questionnement. Son questionnement, elle le développe à la manière d'un héros des contes, en une quête qui aboutit. Donc, et en 2 heures de temps, avec cet outil, je peux donner un conseil avisé à quelqu'un. Voilà, parce qu'on ne se rendait pas compte de si vous aviez cette capacité d'intervention. Donc un entretien de 2 heures permet déjà de savoir sur quelle base on part. Tout à fait, en 2 heures de temps, on peut tout à fait toucher quelque chose, ouvrir une perspective à quelqu'un. Très intéressant. En intuition accélérée. Mais alors c'est vous qui allez trouver ça, c'est lui C'est lui, mais dans le miroir d'un conte dont il fait venir la lumière à travers un jeté de dés. Il jette des dés qui appellent des chiffres appellent des comptes, et dans une structure de créativité, un premier compte, un deuxième compte, un troisième compte, un quatrième compte, il trouve un chemin de créativité pour son questionnement. Donc ces dés, c'est son subconscient qui va s'exprimer à travers ces dés, c'est une force, une information qu'on va capter. C'est de la synchronicité. Voilà, c'est ça. Il est dans la nécessité d'aboutir, il jette les dés là qui tombent sur le bon compte, qu'il l'éclaire comme il faut. Donc il a pas... Et lui-même en intuition, il va faire des résonances qui vont dans le sens de l'éclairer sur ce qu'il est.
Donc il ne va pas forcément être livré uniquement à lui-même. Non. Il va y avoir une synchronicité qui va l'aider déjà à savoir, il va interroger, il va avoir des pistes qui vous sont proposées. Tout à fait. Il y a une notion. Il y a une notion dans l'univers des contes qui est la notion de délivrance. La délivrance du royaume enchanté, du royaume ensorcelé. En réalité, ça renvoie à l'être. Notre être est inexprimé, inhibé. Notre être, avec ses attributs créateurs, n'a pas son plein déploiement. C'est comme un royaume ensorcelé. Et à travers un mode intuitif, on peut avoir des contacts avec cet être ensorcelé et travailler à sa libération. Tout le travail des contes propose une libération du royaume ensorcelé. C'est-à-dire, derrière les problèmes que nous vivons, en réalité, il y a une promesse, une libération possible. La libération d'un potentiel. Et donc, les intuitions que nous allons avoir ne sont pas au hasard. Elles sont en rapport avec le programme. Exactement comme dans un gland, il y a un chêne en programme. Dans nos questions, qui sont des semences qui vont germer, il y a un programme, il y a une promesse. Et les contes invitent à voir les questions que l'on rencontre dans sa vie comme autant de promesses, comme autant de programmes à libérer. Et dans le miroir des contes, par ce mode intuitif, on libère ce programme. Donc dans les contes, il y a un côté négatif qui existe et qu'il faut repérer. C'est-à-dire vous parlez d'ensorcellement, il y a des mauvaises fées. Tout à fait. Non, pas des mauvaises fées. Il y a des croyances, il y a des tendances destructrices, il y a des démons, des diables, des puissances, fait dévier. Des puissances destructrices, en effet, qui viennent en travers c'est ça. Du héros. Mais l'infini de lui-même, l'infini de sa qualité est plus fort que ça. Et permet toujours de prendre l'ascendant sur ses ennemis. Donc il faut revenir à une certaine pureté, quelque part. Cette pureté de l'être, de l'infini de soi. Donc c'est là qu'on entre dans la thérapie, c'est qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre de perturbations et de se recentrer un peu. Tout en avançant, on ressent des freins, des résistances que l'on traite à ce moment-là. Dans le mouvement en avant, c'est dans le mouvement en avant qu'on va traiter les résistances. Et donc, quelque part, ça nous permet de nous rapprocher des autres. Puisque finalement, les différences pathologiques, c'est ce qui nous sépare des autres. En fin de compte. Comme la réalité elle-même, c'est-à-dire nos croyances nous séparent des autres, nos tendances nous séparent des autres, nos peurs nous séparent des autres, notre volonté de puissance nous sépare des autres. Donc il faut pas chercher à se différencier à tout prix, en fait. Il faut accepter de se dédifférencier, d'ailleurs, il y a tout un. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'individuation? C'est un concept. Il faut libérer ce programme qui est en nous. Et ce programme, c'est comme l'ADN, le programme du chêne dans le gland permet l'individuation du gland qui germe et qui pousse et qui se revêt de substance pour faire un chêne. L'individuation, c'est d'assumer pleinement les forces auxquelles on appartient. Qui nous constituent. Oui, le programme qui nous constitue. Mais sans tomber dans l'anecdotique, sans tomber dans le particularisme. Tout à fait. Parce que souvent, les gens comprennent, ils utilisent l'individuation pour justifier toutes les bizarreries qui leur sont arrivées. Oui, c'est intéressant. Je pense que j'ai une bonne intuition à m'adresser à vous, parce que finalement, ça interpelle les astrologues, effectivement, cette façon de travailler. On pourrait effectivement défendre la cause de l'astrologie de manière un peu plus précise. On peut lui demander de nous aider un peu mieux la cause de l'astrologie, qui est un peu dans son télévision, cette histoire-là. On a quand même l'impression, c'est vrai que dans ce salon, l'astrologie est un petit peu bannie, elle est vraiment souterraine, en marge. Mais il y a l'astrologie, quelle astrologie, peut-être qu'elle a justement parlé tout à l'heure de ces forces qui viennent de perturber, l'astrologie elle-même doit se recentrer. Elle a été perturbée parce que sa intuition n'est plus exactement ce qu'elle devrait être. Alors qu'elle aurait sa place ici, parce que l'astrologie humaniste, je suis d'accord avec un peu, j'ai fréquenté des astrologues, des astrologies humanistes, j'ai quelquefois fait des présentations
qui travaille des comptes dans des milieux astrologie humaniste. Et ça passait très bien, bien que c'est la raison pour laquelle je voulais laisser interviewer, parce que nous sommes dans le même développement de la personne. Mais c'est vrai qu'effectivement, elle s'est parfois c'est peut-être ça qui explique qu'elle soit un petit peu dangereuse pour le temps. Elle devrait avoir sa place ici. Voilà, parce que peut-être quelle est sa place, je pense, en arrivant ici, je me suis dit, moi je suis pour l'effort de l'astrologie, donc quelle est sa place, donc qu'elle fasse sa réforme, qu'elle se ressource, qu'elle se recentre. Là, pour l'instant, elle est un petit peu dans les limbes, elle est un peu dans les limbes. Il faut que je m'occupe un peu de